Il n'existe rien de plus déchirant que de voir un père lutter pour nourrir ses enfants alors qu'il ne lui reste plus rien à offrir. Dans un monde où l'orgueil représente souvent la dernière barrière entre la dignité et l'effondrement, le désespoir peut pousser les hommes les plus justes à plier les genoux. Dans les montagnes sauvages du Colorado, en 1882, un homme nommé Daniel Price gravit les derniers mètres menant à la cabane de Sylvie Garner, accompagné de 3 enfants amaigris. Ce qu'il propose est simple, presque brutal par sa sincérité, bâtir pour elle une nouvelle cabane, plus solide, plus chaude, en échange de quelques provisions qui permettraient à sa famille de survivre à l'hiver impitoyable qui s'annonce. Sylvie Garner vit seule depuis 15 longues années, isolée volontairement du monde, farouchement méfiante envers quiconque s'aventurerait sur son territoire. Mais lorsqu'elle croise le regard de ses enfants affamés et des yeux agrandis par la faim, la fatigue et une peur qu'un enfant ne devrait jamais connaître, son cœur se fissure. Elle accepte le marché. Elle n'a jamais été une femme douce, mais elle n'a jamais cessé d'être humaine. Ce qu'elle ignore encore, ce qu'elle ne peut imaginer, c'est que Daniel ne l'a pas trouvée par hasard. Il l'a cherchée. Il porte en lui des vérités sur son passé capables de bouleverser tout ce qu'elle croyait enterré. Pourquoi un père aux abois aurait-il risqué la vie de ses 3 enfants pour retrouver une femme solitaire perdue au cœur d'un massif sauvage? Quel secret pouvait bien être plus important que la survie immédiate de sa petite famille? Ce matin-là, l'air de montagne était chargé de l'odeur des pins, du givre et d'une neige prochaine. Sylvie descendit de son chariot de fourniture, posant ses bottes sur le sol gelé avec la familiarité de quelqu'un qui avait façonné chaque parcelle de cette clairière. Sa cabane se dressait là, solide, bâtie de ses mains, chaque poutre ajustée avec patience, chaque espace comblé d'argile et de mousse. Le soleil d'octobre atteignait à peine la paroi sud où, chaque printemps, elle cultivait un jardin modeste mais suffisant. Cela faisait 15 ans qu'elle vivait ainsi, autosuffisante, invisible, farouche et libre. Elle détela les mules, observant leur souffle former des nuages blancs dans l'air glacé. Sa dernière expédition jusqu'à Millerville avait duré 3 jours de plus que prévu, retardée par une tempête précoce qui avait déversé près de 15 cm de neige sur les cols. Elle avait troqué le fruit de son été et des légumes soigneusement conservés, des couvertures tissées à la main contre les indispensables de l'hiver, du lard salé, de la farine, des grains de café qui coûtaient une petite fortune, et quelques précieuses munitions pour le vieux fusil de son père. La montagne lui avait appris à lire le ciel comme d'autres lisent la Bible, elle connaissait la moindre nuance dans les couleurs de l'aube, savait quels oiseaux s'éclipsaient avant les tempêtes, et pouvait prédire le temps rien qu'à la forme de la fumée qui sortait de sa cheminée. À 38 ans, elle avait les mains aussi habiles au maniement d'une hache qu'à la couture, des épaules robustes sculptées par des années de travail. Mais quand elle entendit la toux d'un enfant, tout en elle se tendit. En un mouvement instinctif, elle porta la main à la dague rangée à sa ceinture. Ici, les visiteurs impromptus n'apportaient jamais rien de bon. Il arrivait que des trappeurs passent par hasard, et 2 fois elle avait dû faire face à des prospecteurs avides, mais jamais elle n'avait vu d'enfants sur sa montagne. Alors elle les vit. Un homme, agenouillé dans la boue à quelques mètres de sa cabane. Ses épaules larges affaissées sous un poids invisible, celui de l'épuisement, de la peur et sans doute d'une culpabilité qu'elle ne comprenait pas encore. Contre lui, serrés comme des oiseaux sous la pluie, 3 enfants. 2 debout, frêles, et un bébé enfoui dans une couverture usée jusqu'au fil. L'homme leva les yeux, et elle aperçut un regard d'un gris profond, un regard chargé d'ombre, le genre de regard qu'on ne porte que lorsqu'on a trop vu, trop perdu. Madame, sa voix était rauque. Je suis Daniel Price. Voici mes enfants, Emma, Thomas et la petite Lucie. L'aînée, une fillette au visage sérieux, aux cheveux emmêlés, ne devait pas avoir plus de 8 ans. Le garçon, peut-être 6, se cramponnait à son père comme s'il craignait de disparaître. Le bébé, dans les bras de Daniel, geignait doucement, cherchant une chaleur qu'il ne trouvait plus. Sylvie les observa en silence, son regard aiguisé notant chaque détail, les vêtements propres mais rapiécés, les chaussures si usées qu'on devinait la terre à travers la semelle, les mains du père marquées par des années de travail manuel. Près de lui reposait une hache dont le manche était poli par le temps, et un sac en cuir gonflé d'outils. Nous voyageons depuis des semaines, reprit-il, ajustant le bébé contre sa poitrine. En ville, quelqu'un m'a dit qu'une femme vivait seule ici, qu'elle pourrait peut-être accepter un échange. Quel genre d'échange? Demanda-t-elle, d'une voix calme mais méfiante. Elle connaissait assez Millerville pour savoir que très peu de gens y parlaient d'elle et encore moins envoyèrent des inconnus jusqu'à sa porte. Il redressa légèrement le dos, rassemblant ce qu'il restait de sa dignité. Je suis charpentier, madame.
Un bon. Je peux construire n'importe quoi, réparation, meubles, cabane, j'ai mes outils et 15 ans d'expérience. En échange, je demande seulement de la nourriture pour mes enfants et un toit pendant que j'effectue le travail. Avant qu'elle ne puisse répondre, la fillette fit un pas en avant. Papa a construit les plus belles maisons de tout l'Iowa avant que maman ne meure, déclara-t-elle d'une voix vibrante de loyauté. Il peut tout faire. Sylvie sentit quelque chose se serrer en elle. Cette petite n'avait pas seulement faim, elle portait un courage disproportionné à son âge. Le regard du garçon, lui, restait braqué sur Sylvie, méfiant, trop sérieux pour un enfant de 6 ans. Quant au bébé, elle fixait Sylvie avec cette intensité douce et confuse propre au nourrisson. « Quand avez-vous mangé pour la dernière fois » demanda Sylvie, bien qu'elle n'eût pas besoin de réponse. « Il y a 2 jours, admit Daniel. Il nous restait un peu de pain dur mais, il n'acheva pas sa phrase. « Entrez, dit-elle soudain, presque étonnée de sa propre rapidité à céder. Tous les 4. Elle ouvrit la porte de sa cabane et se poussa pour les laisser entrer. À l'intérieur, la chaleur du foyer se mêlait à l'odeur rassurante du ragoût qu'elle avait laissé mijoter avant sa traversée vers Millerville. La pièce unique était simple, mais solide et chaleureuse, une grande cheminée de pierre, une table épaisse qu'elle avait construite elle-même, des étagères remplies de conserves et de vivres séchés, et un grenier accessible par une échelle en bois. Les enfants se figèrent devant la marmite suspendue au-dessus du feu, leurs yeux agrandis non de peur cette fois, mais d'espoir. « Asseyez-vous, ordonna Sylvie en indiquant la table. Vous aussi, ajouta-t-elle en voyant Daniel hésiter avec le bébé dans les bras. Elle se mit aussitôt à l'ouvrage, ses gestes précis, rapides, maîtrisés. Elle remplit des bols de ragoût de venaison, découpa de larges tranches de pain encore tiède achetées en ville, versa du lait frais de sa vache. Chaque geste témoignait d'une vie où l'on apprend que la survie se construit autant par la force que par la générosité. Pourtant, tandis qu'elle déposait les bols devant ses enfants affamés, quelque chose en elle pressentait que la fin n'était que le début de l'histoire de cet homme et que sa venue allait réveiller un passé qu'elle avait mis 15 ans à enfouir sous le silence des montagnes. Les enfants observaient chacun de ses gestes avec une faim à peine contenue, comme de petits animaux sauvages qui auraient appris trop tôt à ne rien prendre pour acquis. Lorsqu'elle posa les bols fumants devant eux, elle les invita d'un léger signe de tête à commencer. Emma saisit sa cuillère avec une délicatesse presque cérémonieuse, comme si elle craignait de paraître impolie. Thomas, lui, se jeta sur son repas avec l'urgence brute d'un enfant réellement affamé, avalant les premières bouchées avant même d'avoir respiré. Même la petite, assise sur les genoux de son père, ouvrait grand la bouche à chaque cuillerée que Daniel lui présentait, avalant le riche bouillon comme un trésor rare. Daniel mangeait plus lentement que ses enfants, peut-être par tenue, peut-être par habitude de laisser les plus jeunes passer avant lui. Mais Sylvie remarqua que ses épaules se détendaient peu à peu, que la dureté de son visage, marqué par les voyages et les épreuves, se relâchait d'une façon presque imperceptible. « C'est bon, murmura Emma. « Merci, madame. » Miss Garner, la corrigea doucement Sylvie. « Et tu es la bienvenue. » Tandis qu'il mangeait, Sylvie se surprit à étudier cet homme venu de nulle part. Daniel Price. Il avait peut-être son âge, ou quelques années de plus, sa silhouette longue et mince trahissait la force de ceux qui travaillent avec leurs mains depuis toujours. Ses vêtements, comme ceux de ses enfants, portaient les traces d'un long voyage, mais ils avaient été entretenus avec soin, raccommodés avec l'attention de quelqu'un qui ne négligeait rien et qui refusait de céder à la déchéance. Ce furent ses mains, surtout, qui attirèrent son regard, longues, précises, marquées par les callosités particulières de ceux qui manipulent du bois, qui sculptent, qui construisent. « D'où venez-vous » demanda-t-elle enfin. « De l'Iowa » répondit Daniel en donnant une nouvelle cuillerée à Lucie. « Nous avions une ferme près de Cedar Rapids jusqu'à ce que ma femme décède au printemps dernier. J'ai essayé de continuer mais... » Il jeta un coup d'œil discret à ses enfants, choisissant ses mots avec prudence, comme s'il refusait qu'ils portent davantage de poids que nécessaire. « Les choses sont devenues difficiles. Les dettes et puis nous avons perdu la ferme. Alors vous avez décidé de partir vers l'ouest ? Ça semblait la seule possibilité. J'avais entendu dire qu'il y avait du travail au Colorado. Peut-être une chance de recommencer. » Sa voix n'avait rien de plaintif, elle portait un ton presque neutre, celui de quelqu'un qui a appris à enfermer ses souffrances dans une pièce intérieure verrouillée, où personne ne pourrait les utiliser contre lui. Sylvie hocha la tête. Elle comprenait mieux qu'il ne le croyait. 15 ans plus tôt, elle aussi avait cherché refuge dans ces montagnes.
Pour d'autres raisons, certes, mais la nécessité de disparaître, de reconstruire, de se protéger, elle la connaissait intimement. Les hauteurs lui avaient offert ce dont elle avait eu besoin alors, la solitude, la liberté, et un lieu où sa vie n'appartenait qu'à elle. Et quel genre de travail cherchez-vous? N'importe quel travail honnête, répondit Daniel. Mais je suis surtout bon dans tout ce qui touche au bois, charpente, finition, fabrication de meubles. Je sais lire des plans ou travailler à partir de mes propres croquis. Il hésita, baissa légèrement la voix. Je sais que c'est beaucoup demandé, ma aime vous ouvrir à des étrangers, surtout avec l'hiver qui arrive. Mais je peux vous rendre service. Il jeta un bref regard autour de la pièce. J'ai remarqué que votre cabane aurait peut-être besoin de renforts pour supporter les grosses chutes de neige. Et un peu d'isolation. Je pourrais refaire les fondations, renforcer la charpente du toit. Les fondations tiennent depuis 15 ans, l'interrompit Sylvie, sans dureté pourtant. Oui, madame. Mais avec le bon travail, elle pourrait tenir 50 de plus. Elle regarda autour d'elle. Les rondins étaient solides mais portaient l'usure du temps. Le calfeutrage laissait passer l'air à plusieurs endroits. Les cadres des fenêtres auraient bien eu besoin d'être remplacés avant les grands froids. Elle avait repoussé ses travaux année après année, faute d'aide et faute d'urgence. Mais ce n'était pas seulement la perspective d'un travail bien fait qui la touchait. C'était la dignité tranquille de Daniel, sa manière de rester droit malgré l'adversité, sa façon d'aimer ses enfants sans ostentation, la douceur mesurée avec laquelle il s'adressait à elle. Je vais y réfléchir, dit-elle enfin. Mais pour l'instant, vos enfants ont besoin de repos. Le grenier est chaud, et j'ai des couvertures supplémentaires. Nous ne pouvons pas, commença Daniel. Si, vous le pouvez, dit-elle fermement. Une nuit ici ne changera rien. Nous parlerons demain des détails. Emma leva vers elle un visage soudain illuminé d'espoir. Vraiment? On peut dormir dedans ce soir? La question frappa Sylvie en plein cœur. Combien de nuits ses enfants avaient-ils passé dehors, transis de froid, cherchant un abri improvisé? Vraiment, confirma-t-elle. Lorsque Daniel monta avec ses enfants et leurs maigres affaires, Sylvie resta un moment immobile, réfléchissant à cette étrange intrusion dans la solitude dont elle s'était entourée pendant tant d'années. Elle avait appris à ne dépendre de personne, à ne veiller que sur elle-même. Et voilà que 3 enfants et un homme fatigué occupaient désormais son espace, et que cette présence, loin de la déranger, apportait une chaleur inattendue. Elle entendit bientôt les froissements tranquilles des couvertures dans le grenier, le soupir apaisé d'un enfant qui se couche pour la première fois depuis des semaines dans un endroit sûr. Et elle comprit que la décision qu'elle prendrait demain transformerait inévitablement la vie qu'elle s'était construite ici. La seule question était, en était-elle vraiment prête? Et Daniel Price était-il l'homme honnête qu'il prétendait être? L'aube monta rapidement sur les montagnes. Sylvie fut réveillée par des voix venant de l'extérieur. Elle enfila ses bottes, jeta un châle sur ses épaules et sortit. Daniel était déjà au travail. Penché sur les pierres des fondations, il les examinait avec une attention méticuleuse, presque respectueuse. Ses enfants, quant à eux, l'observaient avec une curiosité calme. Emma tressait des brins d'herbe, Lucie jouait avec des pommes de pin, et Thomas, le plus sérieux des 3, tendait à son père des outils tirés d'un vieux sac en cuir. Il y a un peu d'affaissement du côté nord, dit Daniel en passant sa main sur les pierres. Rien de dangereux, mais ça laisse passer l'air froid. Je pourrais réparer ça aujourd'hui si vous avez encore des pierres. Il y a un tas derrière la grange, répondit Sylvie. Des restes de la construction. Elle resta un moment à l'observer travailler. Chaque geste de Daniel témoignait d'une vraie maîtrise, ses mouvements étaient précis, mesurés, efficaces. En quelques minutes, il avait déjà apporté des améliorations visibles, réajustant des pierres que Sylvie avait mis des jours à positionner autrefois. Elle ne pouvait s'empêcher d'admirer son savoir-faire, cette compétence patiemment acquise qui parlait d'années d'efforts et d'un respect profond pour son métier. Les enfants bavardaient doucement entre eux, leur voix plus joyeuse que la veille. « Papa, dit Emma, quand on aura notre maison à nous, est-ce qu'elle pourra avoir de grandes fenêtres comme celle de Miss Garner? » On verra, ma chérie, répondit Daniel sans interrompre son travail. De bonnes fenêtres, ça coûte cher. Mais tu pourrais les faire, non? Comme les beaux meubles que tu faisais pour Madame Henderson? Sylvie remarqua la légère crispation qui traversa le visage de Daniel à l'évocation de leur maison d'avant. Elle détourna le regard,
alluma le feu et commença à préparer le petit déjeuner. Mais malgré elle, elle écoutait leurs échanges. Ils parlaient avec une douceur teintée de fragilité, comme des gens qui savent que rêver peut faire mal. Quand elle les appela pour manger, les enfants accoururent, joyeux, mais Daniel resta dehors un instant, se lavant les mains dans le seau d'eau glacée du puits. À travers la fenêtre, elle le vit contempler la vallée, une expression indéchiffrable sur le visage, une sorte d'émerveillement prudent, mêlé à un calcul silencieux. « C'est un pays magnifique, dit-il en s'asseyant enfin. Isolé, mais splendide. »« Oui, » répondit Sylvie. « On s'y sent en sécurité. J'imagine que peu de gens savent que vous vivez ici. Cette solitude doit être agréable. » Le ton n'avait rien de menaçant. Et pourtant, il y avait dans ces mots une nuance subtile, presque imperceptible, qui fit naître en elle un léger frisson. Comme s'il cherchait à comprendre plus qu'il ne le disait. Comme si cette tranquillité qu'elle chérissait l'intéressait d'une façon qu'elle ne pouvait pas encore définir. Elle soutint son regard sans ciller, consciente pour la première fois que l'arrivée de Daniel Price n'avait peut-être rien d'un simple hasard. Sylvie sentit une lassitude familière lui remonter la colonne vertébrale, ce poids instable mais tenace qu'elle connaissait depuis 15 ans, le même instinct, affûté par la solitude et la prudence, qui l'avait maintenu en vie dans ces montagnes reculées. Elle fixa Daniel avec une attention froide. « Comment, exactement, avez-vous entendu parler de moi en ville ?» demanda-t-elle sans détour. Daniel resta un instant immobile, sa tasse de café suspendue entre la table et ses lèvres. « Le barman du Silver Dollar a parlé de vous quand j'ai demandé du travail dans les environs. Il a dit qu'il y avait une femme, là-haut dans la montagne, qui pourrait avoir besoin de réparation. »« Quel barman ?» demanda-t-elle aussitôt. Un gaillard aux favoris gris, j'ai pas retenu son nom. Sylvie sentit un courant glacé traverser sa poitrine. Elle connaissait chaque employé du Silver Dollar, et aucun d'eux n'avait de favoris gris. Plus troublant encore, les rares habitants de la vallée qui savaient qu'elle vivait ici savaient aussi à quel point elle préservait farouchement sa solitude. L'idée qu'un étranger ait pu simplement poser la question et repartir avec des indications précises menant à sa porte fit retentir toutes les alarmes auxquelles elle avait appris à ne jamais désobéir. « Papa » lança soudain Thomas, montre à Miss Garner la photo de maman. Daniel eut un léger sursaut, presque imperceptible, mais son visage se durcit. « Plus tard, fiston. »« Mais tu as dit. »« J'ai dit plus tard. » La brusquerie dans sa voix fit reculer Thomas, comme un animal blessé. Emma, vive et protectrice, désigna alors un écureuil à la fenêtre pour détourner l'attention de son frère. Sylvie, elle, n'avait rien manqué, ni l'échange, ni l'éclat fugace dans les yeux de Daniel, un mélange de culpabilité, de peur peut-être, ou de quelque vérité qu'il refusait encore de dévoiler. Lorsque le petit déjeuner fut terminé, elle observa par la fenêtre l'homme reprendre son travail sur la fondation de la nouvelle cabane. Son habileté était indéniable. La paroi nord était déjà plus solide qu'elle ne l'avait été depuis des années. Mais Sylvie remarqua autre chose, la manière dont son regard balayait sans cesse les limites de la propriété, comme s'il en mémorisait chaque détour, chaque repli du terrain, le sentier menant à la vallée, l'emplacement de la grange et des réserves. Quand les enfants s'éloignèrent pour aller explorer le ruisseau, Sylvie sortit, déterminée à obtenir des réponses. « Monsieur Price, dit-elle d'une voix ferme, je crois qu'il est temps que nous ayons une conversation honnête. » Daniel se redressa, essuya ses mains sur son pantalon et la regarda s'enfuir. « Oui, madame. Qui vous a vraiment envoyé ici ?» Un long silence s'étira. Il la fixa de ses yeux gris, et Sylvie sentit qu'il pesait quelque décision intérieure, quelque vérité qu'il hésitait à mettre au jour. Finalement, il soupira profondément. « Je ne peux pas vous le dire. »« Pas encore. »« Vous ne pouvez pas ou vous ne voulez pas. »« Les deux, je suppose. » Il posa ses outils, se tourna vers elle. « Miss Garner, je vous jure que je ne vous veux aucun mal. Ni à vous, ni à vos terres. Mes enfants non plus. Nous sommes exactement ce que nous paraissons, un père qui essaie de survivre et de nourrir les siens. » Il marqua une pause. « Mais ce n'est pas tout, n'est-ce pas ? » « Non, » admit-il doucement. « Ce n'est pas tout. » La sincérité de sa voix la surprit autant qu'elle confirma ses soupçons. « Alors pourquoi devrais-je vous laisser rester ici ?» Daniel tourna la tête vers les échos de rire qui montaient du ruisseau. « Parce que mes enfants n'ont pas eu un endroit sûr où dormir depuis trop longtemps. Parce qu'ils ont manqué de nourriture plus souvent que je n'oserais jamais l'admettre. Parce que l'hiver arrive à grands pas,
et que nous n'avons nulle part où aller. Il hésita, puis ajouta, presque à contre-cœur. Et parce que je crois que vous pourriez avoir autant besoin de ce que je peux offrir que nous avons besoin de ce que vous pouvez nous donner. Je me suis débrouillé seul pendant 15 ans, répliqua-t-elle. Vraiment? Demanda-t-il doucement. Il désigna la cabane d'un geste, mais Sylvie comprit que son regard embrassait bien au-delà des murs de bois. Vous avez construit une vie solide, Miss Garner. Mais elle est terriblement solitaire. Quand avez-vous entendu des rires d'enfants pour la dernière fois? Quand avez-vous partagé un repas avec un autre adulte? Ces mots la frappèrent comme une vérité qu'elle avait longuement étouffée. La solitude avait été un choix nécessaire, protecteur, parfois salvateur. Mais il n'était pas impossible que ce choix puisse un jour être modifié. Elle n'eut pas le temps de répondre. Miss Garner. Papa. Venez vite. Cria Emma depuis le ruisseau. Ils accoururent vers la voix des enfants. Thomas, les yeux écarquillés, pointait quelque chose dans le lit du ruisseau, une pointe de flèche parfaitement taillée, à moitié enfouie dans le sable. Regardez ce que j'ai trouvé. C'est des Indiens, pas vrai? Demanda-t-il en tenant le trésor comme un trophée sacré. Sylvie s'accroupit. Probablement Utes, répondit-elle. Ce peuple a chassé dans cette vallée pendant des générations, bien avant l'arrivée des colons. Je peux la garder? Je suppose que oui, mais souviens-toi, c'était l'outil de quelqu'un autrefois, quelqu'un qui vivait ici et connaissait chaque recoin de cette terre. Daniel s'agenouilla près de son fils, nettoyant délicatement la pointe de flèche. La douceur de ses gestes, sa patience, sa manière d'apaiser l'excitation de Thomas touchèrent Sylvie plus profondément qu'elle ne voulait l'admettre. « Qu'est-ce que ça veut dire quand on trouve quelque chose comme ça ?» demanda Emma. « Peut-être que ça veut dire que cet endroit est spécial, » dit Thomas avec gravité. « Un lieu où des gens ont toujours voulu vivre. » Sylvie croisa le regard de Daniel. Il y avait là quelque chose d'indéfinissable, une question silencieuse, une attente, peut-être même un espoir. « Peut-être, » murmura-t-elle, tandis qu'il regagnait la cabane, les enfants courant devant eux, l'artefact tenu bien haut. Elle se sentit tiraillée entre la méfiance croissante que lui inspirait Daniel et l'attachement inattendu qu'elle éprouvait pour ses enfants. Quelle que soit la raison de sa présence ici, quels que soient les secrets qu'il dissimulait, une chose était certaine, leur venue avait déjà bouleversé quelque chose d'essentiel dans l'équilibre fragile de son existence. Restait à savoir si ce changement serait une bénédiction ou la menace qu'elle fuyait depuis 15 ans. Les 3 jours suivants s'écoulèrent dans une routine nouvelle, presque rassurante. Daniel se levait avant l'aube pour travailler sur les rénovations. Les coups de marteau résonnaient dans la vallée tandis que le soleil incendiait les sommets de rose et d'or. Sylvie se surprit à attendre ces sons, la preuve qu'elle n'était plus seule ici. Emma, de son côté, se révéla une élève enthousiaste. Lorsque Sylvie lui proposa d'apprendre les compétences nécessaires pour survivre en montagne, l'enfant accepta avec un sérieux touchant. Elle apprit à identifier les plantes comestibles, à déchiffrer les empreintes enfoncées dans la terre humide, à marcher dans la forêt sans effrayer les animaux dont dépendait la subsistance en hiver. « Tu vois comme le sentier des cerfs contourne ce tronc ?» expliqua Sylvie en suivant la piste. Les animaux choisissent toujours la voie la plus simple. Si tu comprends leur logique, tu peux deviner où ils iront. Emma hocha la tête, ses grands yeux bruns brillants d'attention. Maman disait souvent qu'on comprenait mieux en observant et en écoutant qu'en parlant. Le souvenir de la mère éveilla la curiosité de Sylvie. Comment était-elle? Belle, répondit Emma sans hésiter. Ses cheveux étaient couleur du soleil. Elle chantait en cuisinant. Papa dit que j'ai hérité de ses mains, douces pour le travail délicat. Elle regarda ses petits doigts, comme si elle les découvrait pour la première fois. Elle m'a appris à broder et à faire de la dentelle, mais je crois que je préfère vos leçons. Pourquoi donc? Emma prit le temps de réfléchir. Les leçons de maman servaient à faire des choses jolies pour que les autres les admirent. Les vôtres servent à survivre toutes seules. La justesse de ces mots frappa Sylvie de plein fouet. Elle se revit petite, apprenant à dresser une table parfaite, à parler doucement, à cacher ses opinions, à devenir agréable aux autres avant d'être libre. Ces leçons l'avaient presque détruite. Thomas restait plus discret, toujours près de son père, mais Sylvie voyait bien la manière dont il l'observait dès qu'il pensait qu'elle ne le remarquait pas. Il posait des questions à voix basse à Daniel sur les techniques qu'elle enseignait à Emma, et parfois, sans un mot, il imitait ses gestes, comme pour apprendre lui aussi. Ainsi, jour après jour,
quelque chose changeait imperceptiblement dans la petite vallée, un équilibre ancien se modifiait, la solitude semblait se fissurer, laissant filtrer une chaleur fragile mais indéniable. Pourtant, sous cette douceur nouvelle, une inquiétude persistait car elle ne savait toujours pas qui avait envoyé Daniel, ni pourquoi. Et tant que cette vérité resterait dans l'ombre, la paix fragile qui s'installait pourrait, à tout instant, se transformer en menace. Au matin du 4e jour, lorsque Sylvie sortit de la cabane, la lumière pâle de l'aube révélait déjà Daniel au travail. Il s'affairait avec une précision presque silencieuse, choisissant soigneusement chaque pièce de bois, comme si la forêt elle-même lui murmurait ce qu'il devait prendre ou laisser. Elle l'observa en retrait, fascinée malgré elle par la façon dont ses gestes semblaient anticiper la structure entière avant même que le premier assemblage ne prenne forme. Chaque mouvement avait l'assurance d'un homme qui connaissait intimement le langage du bois, le grain, les tensions internes, la manière dont un tronc tombé pouvait encore offrir force, stabilité et avenir. C'est à ce moment-là, alors qu'il ajustait une poutre particulièrement massive, que Sylvie aperçut quelque chose qui arrêta son souffle net. Sur l'une des pièces d'angle, un vieux chêne abattu, elle distingua des lettres gravées, presque effacées par le temps mais encore lisibles, Sam plus JBIE 1867. Un coup invisible lui traversa la poitrine. Elle connaissait ses initiales. Elle les avait touchées, caressées du bout des doigts 15 ans plus tôt, dans une vie qu'elle avait tenté d'ensevelir sous les saisons et la solitude. Sarah Millise et James Blackwood. Un nom qu'elle n'avait plus prononcé depuis une éternité. Leur brève et malheureuse idylle avait laissé cette trace naïve sur un chêne où James, fier de sa propre importance, avait gravé leurs initiales comme un trophée sentimental. « D'où vient ce bois » demanda-t-elle, la voix plus sèche qu'elle ne l'aurait voulu. Daniel releva la tête, suivant son regard jusqu'aux lettres. Trouvé dans un bosquet, à 2 miles vers l'ouest. L'arbre avait été frappé par la foudre, mais le cœur était encore solide. Il marqua un temps, les yeux fixés sur son visage. Quelque chose ne va pas ? Elle se força à respirer lentement. Non, juste un vieux souvenir. Cela m'a surprise, voilà tout. Elle tourna les talons, mais sous sa façade maîtrisée, ses pensées s'entrechoquaient. Elle n'était plus Sarah Millise depuis longtemps. À 18 ans, promise à James Blackwood III, héritier d'une dynastie ferroviaire, elle s'était sentie étouffée dans une existence tracée d'avance. Ce jour-là, dans le jardin ancestral, James avait gravé leurs initiales, parlant déjà de leur vie future avec la certitude arrogante des hommes persuadés d'être nés pour commander. Il décrivait la grande maison à Denver, le personnel, les réceptions scintillantes, les dîners où elle sourirait poliment aux associés de son père. Il évoquait même leurs enfants, des garçons qui deviendraient des hommes de pouvoir, et des filles élevées pour maintenir l'illusion de perfection. Il parlait d'elle sans jamais lui demander ce qu'elle voulait. Cette nuit-là, incapable de respirer, Sarah avait pris la décision qui allait changer sa vie. 3 jours plus tard, elle s'était enfuie, n'emportant que quelques affaires, laissant derrière elle une existence dorée mais vide. Miss Garner ? La voix d'Emma la sortit brutalement de ses souvenirs. Vous allez bien ? Vous êtes toute pâle. Sylvie tenta un sourire. Je vais bien, ma chérie. Je pensais juste à quelque chose il y a longtemps. Quelque chose de triste ? Ou de joyeux ? Elle regarda le visage inquiet de la fillette et sentit une étrange chaleur naître en elle. Un peu des deux, je suppose. Souvent, les souvenirs sont ainsi. Le soir venu, autour d'un repas modeste mais chaleureux, la conversation prit un tournant plus grave. Daniel, le regard plongé dans les flammes de la lampe, se mit à parler de la mort de sa femme. Sa voix était douce, presque fragile, comme s'il marchait sur du verre pour protéger ses enfants d'une douleur trop tranchante. Sarah est tombée malade au printemps dernier, dit-il en découpant un morceau de viande pour la petite Lucie. Ça a commencé par une toux. Rien d'inquiétant au début. Puis c'est devenu bien pire. Le médecin a fait tout ce qu'il pouvait. Il marqua une pause, cherchant ses mots avec précaution. Elle s'est battue. De toutes ses forces. Mais parfois, se battre ne suffit pas. Emma hocha doucement la tête. Avant de partir au ciel, elle nous a dit de prendre soin de papa. Elle voulait qu'on lui rappelle de manger et de dormir. Thomas ajouta. Elle a dit que papa serait très triste, alors on devait l'aider. C'est notre travail maintenant. Ces paroles, si simples et pourtant chargées d'un poids immense, serrèrent le cœur de Sylvie. Ses enfants avaient perdu leur mère, leur maison, leur certitude.
Ils avaient traversé des semaines de fatigue, de froid, et peut-être de faim. Et pourtant, ils parlaient de leur mission avec une dignité bouleversante. Votre maman devait être quelqu'un de très sage, murmura Sylvie. Daniel acquiesça. Elle disait toujours que la famille était la seule chose qui comptait vraiment. Le reste, l'argent, la réputation, les commérages, rien de tout cela ne vous tient chaud la nuit. Rien ne vous soutient quand la vie devient trop lourde. Ces mots heurtaient quelque chose en elle. Sa propre mère, obsédée par l'apparence et la position sociale, n'avait jamais cherché à savoir ce qui rendait sa fille heureuse. Elle était morte depuis 10 ans, et pourtant Sylvie n'arrivait pas à se rappeler un seul moment où elles avaient parlé de ce qui avait vraiment de l'importance. Cette nuit-là, lorsque les enfants s'endormirent dans le petit grenier et que Daniel, épuisé, s'assoupit près du feu, Sylvie resta éveillée, troublée. Les lettres gravées sur le chêne ne cessaient de tourner dans son esprit. Comment Daniel avait-il choisi cet arbre? Cette coïncidence semblait trop nette, trop ciblée, pour n'être que le fruit du hasard. Plus elle y pensait, plus les incohérences s'alignaient. Son intérêt soudain pour la sécurité de la propriété. La fausse version donnée au sujet de la taverne. La manière dont il semblait déjà connaître certains recoins de la vallée. Et ce regard chargé d'un poids qu'elle n'arrivait pas à interpréter. Pourtant, quand elle le voyait avec ses enfants, quand elle percevait la douleur encore vive liée à la perte de sa femme, elle avait du mal à croire qu'il puisse lui vouloir du mal. Il y avait un jeu en cours, elle en était certaine. Mais elle n'en distinguait que quelques pièces éparses. La question était simple, osait-elle attendre et découvrir le reste? Ou devait-elle écouter les instincts qui lui avaient permis de survivre 15 ans seule dans la montagne? Le 6e matin, Sylvie décida d'en avoir le cœur net. En sortant pour vérifier ses pièges, elle aperçut Daniel debout à l'extrémité de la clairière. Le soleil à peine levé l'enveloppait d'une lueur dorée. Il tenait un objet qu'elle ne lui avait jamais vu, un petit compas en laiton. Il l'étudiait avec une intensité presque fébrile, levant régulièrement les yeux vers la ligne d'horizon comme s'il tentait de repérer quelque chose de précis. Grâce aux techniques qu'elle avait enseignées à Emma, elle s'approcha silencieusement. Pourtant, avant même qu'elle ne soit à 20 pieds, Daniel l'entendit. Il rangea brusquement le compas dans sa poche, avec un geste trop rapide pour n'être que de la surprise. « Bonjour, Miss Garner, dit-il d'un ton égal. Magnifique lever de soleil, n'est-ce pas? Très beau, oui, répondit-elle, mais ses yeux restèrent fixés sur lui, pas sur l'horizon. Vous êtes debout tôt. Vieille habitude. Mon père disait toujours que le meilleur travail se fait avant même que le monde ne se réveille. Elle hocha la tête, mais quelque chose continuait de l'agacer. Ce compas, elle en possédait un elle-même, outil indispensable à une femme qui vit dans les bois. Mais Daniel avait observé le sien non pas pour s'orienter, il cherchait un axe, une direction précise, peut-être un point caché. « Avez-vous trouvé ce que vous cherchiez » demanda-t-elle sans détour. Sa mâchoire se contracta. « Je voulais simplement vérifier ma direction. Dans un pays comme celui-ci, on peut vite se perdre. » Elle rétorqua d'une voix douce mais acérée. Pas après une semaine. Les sommets deviennent des repères naturels. On finit par connaître chaque courbe du relief. Il ne répondit rien. Il se contenta de marcher vers la cabane, mettant fin à la conversation. Sylvie avança à ses côtés. « Monsieur Price, j'ai réfléchi à notre arrangement. » Il se tourna vers elle, les traits tirés par une fatigue qu'elle n'avait pas remarquée auparavant. « Vous regrettez votre décision? » Non. Mais j'ai des questions. Vous êtes manifestement habile, expérimenté. Pourtant, vous vous êtes retrouvé dans une situation désespérée. Comment un homme comme vous en est-il arrivé là? Ils atteignirent la charpente du futur agrandissement, dressés comme les ossements d'une bête gigantesque. Daniel passa la main le long d'une poutre, vérifiant instinctivement son alignement, cherchant peut-être ces mots ou le courage de les prononcer. Il resta silencieux un long moment. Et Sylvie comprit que ce qu'il s'apprêtait à dire, ou à taire, changerait tout. Les temps étaient difficiles partout, murmura finalement Daniel, comme s'il avait longtemps hésité avant de formuler cette vérité simple. Il ajouta, d'une voix résignée, que les compétences d'un homme ne garantissaient jamais un travail stable, même lorsqu'il était prêt à travailler dur. Sylvie, les bras croisés, le regard fixé sur lui, répondit que tenir une ferme en Iowa était un travail stable lorsqu'on s'y consacrait vraiment. C'était une remarque lancée à la fois comme une évidence et comme une mise à l'épreuve.
La main de Daniel se figea sur la poutre qu'il était en train d'ajuster. Il respira plus lentement, cherchant ses mots avant d'avouer, la ferme ne lui appartenait pas. Elle appartenait à la famille de sa femme. Et lorsque celle-ci était morte, son beau-père l'avait pratiquement mis à la porte. Il lui avait reproché de ne pas avoir pris soin de Sarah comme il l'aurait dû, de l'avoir laissée se tuer à la tâche, de ne pas avoir fait venir un médecin assez tôt quand elle était tombée malade. Sa voix tremblait d'une douleur qui semblait sincère, mais Sylvie avait appris, au cours des 15 dernières années, à se méfier des explications trop faciles. « Alors tu es simplement parti, dit-elle, tu as pris les enfants et tu es parti vers l'ouest, sans rien ?» Il leva enfin les yeux vers elle. Quel choix avais-je? Rester là où l'on ne voulait plus de moi? Vivre de la charité de gens qui me tenaient responsable de la mort de ma femme? Non. Je préfère gagner ma vie honnêtement ailleurs que mendier auprès de ceux qui m'ont déjà jugé indigne. Il y avait dans ses paroles une fierté farouche, une indépendance presque douloureuse, que Sylvie reconnut immédiatement parce que c'était aussi la sienne. Pourtant, malgré cette sincérité apparente, certaines pièces de son histoire ne s'emboîtaient pas. Le désespoir qu'elle avait perçu chez lui et chez ses enfants lors de leur première rencontre dépassait la simple conséquence d'un homme chassé de sa belle famille. « Papa » appela soudain Emma depuis la porte du cabin. Thomas ne veut pas manger son petit déjeuner. Il dit qu'il a mal au ventre. La transformation de Daniel fut immédiate. Son visage se crispa d'inquiétude, et il abandonna son travail sans hésitation. « Il a sûrement mangé trop vite hier », expliqua-t-il en se dépêchant d'entrer. Il n'est plus habitué à avoir assez de nourriture. Mais en pénétrant dans la petite pièce chaude éclairée par le feu, Sylvie vit aussitôt que ce n'était pas une simple indisposition. Le visage du garçon était rouge de fièvre, et il grelottait malgré la chaleur de la cheminée. Elle posa la main sur son front, d'un geste assuré né de longues années de solitude et d'autosuffisance. C'était chaud, trop chaud, mais pas encore alarmant. « Il couve quelque chose, dit-elle calmement. Peut-être qu'il a attrapé froid hier en jouant dans le ruisseau. » Daniel devint livide, sa respiration saccadée. Il ne peut pas être malade. Pas maintenant. La panique dans sa voix était si violente qu'elle surprit Sylvie. Ce n'est qu'une fièvre, répondit-elle d'un ton apaisant. Les enfants en font souvent. Vous ne comprenez pas, dit Daniel en serrant son fils contre lui, enveloppant le garçon dans une couverture. Quand Sarah est morte, Thomas a été malade pendant des semaines. Je l'ai presque perdu lui aussi. Je ne peux pas perdre un autre enfant. Sa voix se brisa sur ces derniers mots. La méfiance qui serrant encore le cœur de Sylvie se fissura devant cette terreur nue, profonde, indéniable. Quelles que soient les zones d'ombre qui entouraient Daniel Price, une chose était indiscutable, son amour pour ses enfants était réel, absolu, presque féroce. Il va s'en sortir, dit-elle avec assurance. Je vais préparer une infusion d'écorce de saule pour la fièvre et du miel pour apaiser sa gorge. Nous allons le garder au chaud et tranquille aujourd'hui. Il faut juste le laisser se reposer. Pendant qu'elle préparait le remède, elle ne put s'empêcher de l'observer. Sa peur dépassait largement la simple inquiétude d'un père, elle approchait la panique d'un homme hanté par un passé qu'il ne parvenait pas à enterrer. Elle avait déjà vu ce regard-là dans le miroir, autrefois celui de ceux qui avaient perdu trop de choses et qui savaient à quel point le destin pouvait se montrer cruel. Emma se révéla être une aide précieuse, elle occupa Lucie, ajusta les couvertures de Thomas et fit de son mieux pour alléger l'atmosphère, tandis que Daniel tournait en rond dans la petite pièce comme un loup pris au piège. À midi, l'infusion avait fait son effet. La fièvre était tombée à un niveau raisonnable et Thomas dormait profondément dans la mezzanine. « Merci », dit Daniel d'une voix basse, presque brisée, alors qu'il se tenait côte à côte à regarder le garçon dormir. « Vous étiez terrifié, » répondit Sylvie. « C'est normal, après ce que vous avez vécu. » Il hocha la tête, mais elle remarqua qu'il glissait constamment la main dans la poche où il avait rangé le compas trouvé plus tôt ce matin-là. Ce qu'il cherchait, ce qu'il craignait, pesait sur lui comme une ombre obstinée. Le soir venu, avec Thomas remis et la petite famille réunie autour du repas, Sylvie décida de sonder ses soupçons naissants. « Je pensais, dit-elle en paraissant s'exprimer à la légère, agrandir mon jardin d'herbes médicinales au printemps prochain. Il y a un bon emplacement près du ruisseau, mais il faudrait d'abord abattre quelques arbres. Je pourrais vous aider, proposa Daniel sans hésiter. Emma ajouta, c'est là que Thomas a trouvé la pointe de flèche. Peut-être qu'on trouvera d'autres choses indiennes. Sylvie esquissa un sourire. C'est possible.
Toute cette vallée doit avoir une histoire riche. Je suis sûr qu'elle a changé de propriétaire plus d'une fois. Elle surveilla attentivement le visage de Daniel en prononçant ces mots. Il demeura impassible. La plupart des endroits ont une histoire, je suppose. Les gens viennent, puis repartent. Ils laissent des traces. Certaines traces sont plus profondes que d'autres, répondit Sylvie en pensant aux initiales gravées dans le bois de son cabanon. Certaines demeurent pendant des générations. Cette fois-ci, elle vit une lueur, un bref éclat dans le regard de Daniel. Était-ce de la reconnaissance? De l'inquiétude? Il baissa les yeux avant qu'elle ne puisse en être certaine. Elle lui proposa du café, mais son esprit était désormais convaincu d'une chose, cet homme n'était pas arrivé ici par hasard. La révélation survint 10 jours après leur arrivée, par pur accident. En allant chercher des clous dans la grange pour le travail de Daniel, elle vit que son sac en cuir s'était renversé sur le sol couvert de paille. Certaines de ses affaires s'étaient éparpillées. Elle se pencha pour les ramasser et ses doigts se refermèrent sur quelque chose de dur, plié, différent d'un outil. C'était un document jauni, scellé d'un cachet officiel. Même à moitié plié, elle reconnut les mots qui la figèrent sur place, Land Patent. Territory of Colorado. Une vague glacée lui parcourut le dos. D'un geste fébrile, elle déplia entièrement le papier. La date, 1867. Le nom, James Blackwood III. Un terrain de 640 acres, dont la description correspondait exactement à la vallée où elle vivait depuis 15 ans. Le sol sembla basculer sous ses pieds. Une sourde terreur monta dans sa poitrine. Elle n'avait aucun droit sur ces terres. Elle n'avait jamais eu aucun droit. Depuis 15 ans, elle vivait comme une usurpatrice, une squatteuse sur la propriété de l'homme qu'elle avait fui au milieu de la nuit. Miss Garner. Elle se retourna d'un bond. Daniel se tenait dans l'embrasure de la porte de la grange, son expression grave. Il avait vu le document dans ses mains. « Je peux expliquer, dit-il doucement. »« Vraiment ?» répondit-elle, sa voix tranchante, trop forte, nourrie de 15 années d'angoisse étouffée. « Parce que pour moi, à cet instant, tout indique que vous m'avez menti depuis le début. » Il entra lentement, refermant la porte derrière lui. « Je ne vous ai pas menti. Je ne vous ai simplement pas tout dit. Ce n'est pas la même chose. Aussi, c'en est une. » Il leva les mains, paumes ouvertes, un geste de paix. « Je m'appelle bien Daniel Price. Ce sont bien mes enfants. Ma femme est vraiment morte au printemps, et nous cherchons réellement du travail depuis des semaines. Tout cela est vrai. Mais ce n'est pas la raison de ma présence ici. »« Qui vous a envoyé ?» demanda-t-elle, le cœur battant à s'en rompre. Il hésita, puis répondit enfin, « James Blackwood. » Un frisson glacial la traversa. « Vous connaissez James Blackwood ?» continua-t-il, visiblement surpris. « Répondez à ma question. »« Ce n'est pas lui, » précisa Daniel. « C'est son fils. James Blackwood IV. C'est lui qui m'a engagé pour vous trouver et pour vous convaincre de quitter ces terres. » La grange sembla soudain se vider d'air. Le refuge qu'elle s'était construit s'effritait autour d'elle. Et l'homme qu'elle avait laissé entrer dans sa vie était venu pour la chasser. James avait eu un fils. Bien sûr qu'il en avait eu un. 15 années suffisaient largement pour qu'un homme se reconstruise, qu'il prenne femme, qu'il fonde enfin la famille qu'il avait autrefois rêvé de bâtir avec elle. Et maintenant, cette famille nouvelle, celle qui portait le nom Blackwood, voulait sa disparition discrète, son effacement silencieux. « Comment m'a-t-il retrouvé ?» murmura-t-elle. Daniel la regarda longuement avant de répondre, comme s'il cherchait un moyen d'adoucir une vérité qui ne pouvait l'être. Cela lui a pris des années. Il a engagé des enquêteurs, mais tu avais effacé toute trace derrière toi. Finalement, ce n'est que lorsqu'il s'est mis à examiner les litiges de terre encore non réclamés qu'il a trouvé des indices laissant supposer que quelqu'un vivait sur les propriétés de son père. Sylvie se laissa tomber sur une balle de foin. Le poids de la révélation lui écrasa les épaules, lourd comme une couverture de plomb. « Alors tu es venu pour m'expulser. »« Je suis venu te faire une proposition. » Elle le fixa, méfiante. « Quel genre de proposition ?» Daniel sortit de la poche intérieure de son manteau un second document. Celui-ci était récent, imprimé sur un papier épais portant l'entête d'un cabinet d'avocats. « La famille Blackwood est prête à te verser une somme importante si tu acceptes de partir sans faire d'histoire.
De quoi acheter une excellente terre ailleurs. De quoi recommencer ta vie avec plus de moyens que tu n'en as aujourd'hui. Elle regarda le papier sans le toucher, comme s'il risquait de la brûler. Et si je refuse? Alors ils engageront une procédure d'éviction. Cela prendra du temps, mais les tribunaux donneront raison au propriétaire légal. La prudence dans sa voix lui montra aussitôt qu'il ne disait pas tout. Il y avait autre chose. Quelque chose de plus sombre et plus personnel. Qu'est-ce que tu ne me dis pas? Daniel resta silencieux un long moment. Lorsqu'il finit par parler, sa voix avait changé, plus grave, plus lourde. James Blackwood IV ne s'intéresse pas seulement à la terre. Il s'intéresse à toi. Un froid terrible se répandit dans le ventre de Sylvie. Qu'est-ce que tu veux dire? Il sait qui tu es, Sarah. Sarah Mills Ashford. La fille du juge Ashford de Denver. La femme autrefois fiancée à son père, puis mystérieusement disparue en 1867. En un instant, 15 années d'anonymat savamment construites s'effondrèrent. Elle avait toujours su que ce jour pourrait venir. Mais vivre la menace était bien différent que de l'imaginer. Il veut te rencontrer, poursuivit Daniel. Comprendre ce qui s'est passé. Pourquoi tu es parti? Il affirme que son père ne s'est jamais remis de ta disparition, qu'il s'est demandé jusqu'à sa mort ce qu'il avait fait pour te perdre. Son père est mort. Les mots s'échappèrent avant qu'elle puisse les retenir. Oui. Il y a 5 ans. Mais apparemment, il parlait encore de toi. De ses fiançailles rompues si brusquement. Sylvie se leva d'un bond et se dirigea vers la fenêtre du grenier qui donnait sur la vallée. Cette vallée, elle l'avait apprivoisée. Elle l'avait travaillée, chérie, défendue. Elle en avait fait son unique refuge. Que as-tu dit à son fils à mon sujet? Rien. J'étais chargé de t'observer, de confirmer ton identité, puis de rapporter mes conclusions avant de t'approcher. Elle inspira profondément. Et tu l'as confirmé? Daniel apparut dans la vitre poussiéreuse à côté de son reflet. Tu as reconnu les initiales gravées dans la poutre de chêne. Tu as tressailli à l'évocation du nom Blackwood. Et malgré 15 ans de vie de montagne, ton éducation, ta façon de parler, ta posture, tout en toi dit que tu viens d'un autre monde. Elle se tourna vers lui, droite, les bras croisés sur la poitrine. Alors que va-t-il se passer? Tu vas envoyer un message disant que tu m'as trouvé et James Blackwood IV viendra récupérer la fiancée égarée de son père? Ce n'est pas obligé d'aller jusque-là. Comment ça, pas obligé? Tu viens de me dire que je vis sur sa terre illégalement, qu'il peut m'expulser légalement. L'offre est réelle, Sylvie. L'argent te donnerait des choix. Le fait d'entendre son véritable prénom sortir de sa bouche la frappa plus violemment qu'une gifle. Pendant 15 ans, elle avait été Sylvie Garner, une femme libre, sans lien, sans histoire. Sarah Mills Ashford avait été enterrée si profondément qu'elle avait fini par croire que cette jeune femme avait définitivement cessé d'exister. Combien? Demanda-t-elle, détestant la faiblesse que révélait sa propre voix. Assez pour acheter 1000 acres de bonne terre n'importe où dans le pays. Assez pour que tu vives confortablement jusqu'à la fin de tes jours. C'était plus d'argent qu'elle n'en avait jamais imaginé. Plus qu'il n'en fallait pour disparaître à nouveau. Pour tout recommencer ailleurs sous un autre nom. Mais l'idée de fuir encore, de renoncer une fois de plus à la vie qu'elle s'était forgée, lui donnait la nausée. Et toi? Ton paiement pour m'avoir trouvé? La mâchoire de Daniel se crispa. Assez pour acheter mes propres terres. Pour donner à mes enfants la sécurité qu'ils méritent. Elle sentit quelque chose se briser en elle. Alors nous sommes tous deux achetés. Marchandés comme du bétail. Ce n'est pas comme ça. Oh que si. Elle désigna la grange autour d'eux. Les outils, les poutres, les journées de travail, ta présence ici, tes enfants affamés, tout cela n'était qu'une mise en scène pour t'approcher de moi. La fin de mes enfants était réelle, s'emporta Daniel. Ma détresse aussi. Et le travail que j'ai accompli ici est bien réel. Mais le fondement de tout cela était un mensonge. Il ne put le nier. Son silence suffisit. Au dehors, Emma et Thomas riaient dans la lumière de l'après-midi. Leur joie insouciante flottait dans l'air comme un rappel cruel de l'illusion qu'elle avait entretenue. En quelques semaines, ils avaient presque formé une famille autour de sa table, au fil des repas partagés, des corvées communes, des soirées près du feu. Mais maintenant elle comprenait,
tout cela reposait sur des secrets, des non-dits, une surveillance déguisée en charité. Le soir venu, la tension autour du dîner était presque suffocante. Les enfants sentaient que quelque chose avait changé, même s'ils n'en comprenaient pas la raison. Emma, habituellement si vive, ne cessait de regarder son père, puis Sylvie, comme si elle tentait de démêler un langage silencieux d'adulte. Thomas, d'ordinaire bavard, mangeait en silence, les yeux baissés. « Papa, est-ce qu'on a fait quelque chose de mal ?» demanda enfin Emma d'une petite voix. Daniel échangea un regard lourd avec Sylvie et une supplique muette. « Pourquoi penses-tu cela, mon cœur ? Parce que vous vous regardez comme les grandes personnes font quand elles sont fâchées mais qu'elles veulent pas que les enfants le voient. » La lucidité de la remarque transperça Sylvie comme une lame. Ces enfants avaient déjà perdu leur mère, leur foyer, leur stabilité. Ils ne méritaient pas d'être pris dans les filets des affaires d'adultes. « Miss Garner et moi avons juste des choses importantes à discuter, » dit Daniel doucement. « Ce n'est pas à toi de t'inquiéter de ça. » Mais Emma n'était pas une enfant qu'on apaisait avec des demi-vérités. « Est-ce qu'on va devoir partir ? » Parce que si oui, je veux que vous sachiez que c'est le meilleur endroit où on ait vécu depuis que maman est morte. Les mots lui brisèrent presque le cœur. Sylvie sentit la brûlure monter derrière ses yeux. Elle regarda Lucie, qui babillait en jouant avec un morceau de pain. Elle regarda Thomas, qui avait enfin perdu une partie de la fatigue qui plombait son visage enfantin depuis leur arrivée. Quelle que fût la vérité, ces enfants avaient trouvé ici quelque chose qui leur manquait cruellement, la sécurité, le calme, une forme de douceur. « Je ne sais pas encore ce qui va se passer, » dit-elle avec sincérité. « Il y a des complications que ton père et moi devons régler. » Quand les enfants furent couchés dans la mezzanine, Sylvie et Daniel restèrent assis près du feu, enveloppés dans un silence lourd. Les flammes projetaient sur les murs des ombres vacillantes, presque vivantes, qui semblaient refléter la confusion dans laquelle ils se trouvaient tous deux. Enfin, sans lever les yeux vers lui, elle demanda. « Parle-moi de James Blackwood IV. Quel genre d'homme est-ce » Daniel resta un moment immobile, les yeux fixés sur les braises. « Pas celui auquel je m'attendais. Il doit avoir 35 ans, peut-être un peu plus. Instruit, posé, bien parlé. Il semblait réellement vouloir comprendre ce qui s'est passé entre toi et son père. Intéressé ou obsédé? Peut-être les deux. Il changea de position, mal à l'aise. Il ne s'est jamais marié. À Denver, certains disent qu'il était trop absorbé par les affaires familiales pour songer à une épouse. D'autres pensent qu'il était plus concentré sur ce que son père n'avait jamais achevé. Sylvie frissonna et resserra son châle autour de ses épaules. Daniel ajouta d'une voix plus douce. Quand il parlait de toi, il n'y avait ni colère ni rancune. Il avait l'air triste. Comme s'il héritait d'un fardeau qui ne lui appartenait pas, d'un mystère laissé en héritage par son père. Sylvie ferma les yeux un instant, laissant ses mots glisser sur elle comme un vent froid venu des sommets. À cet instant précis, elle comprit que le passé qu'elle avait fui n'était pas mort. Il attendait, patient, caché derrière un nom, un visage qu'elle n'avait jamais vu, un fils qui réclamait des réponses pour un père disparu. Et désormais, il venait pour elle. Lorsque Sylvie demanda enfin, que t'a-t-il exactement raconté au sujet des fiançailles? Daniel inspira lentement, comme s'il s'apprêtait à dévoiler une vérité qu'il aurait préféré taire. Il m'a dit qu'elle s'était terminée brusquement en 1867, que tu avais disparu sans la moindre explication, laissant derrière toi toutes tes affaires, ta famille, ton ancienne vie. Il m'a dit que son père avait passé des années à te chercher, à engager des détectives, à suivre la moindre rumeur, le moindre indice. Sylvie sentit un poids s'installer dans sa poitrine. L'air lui parut soudain lourd, presque irrespirable. « Et James » demanda-t-elle, la voix serrée. Qu'est-ce qu'il croyait qu'il m'était arrivé? Daniel hésita, puis répondit avec une douceur qui rendit la vérité encore plus douloureuse. Il craignait le pire. Il a pensé que tu avais été enlevé. Ou que tu avais mis fin à tes jours. Il a vraiment cru que tu étais en danger quelque part, seul, et qu'il n'avait pas su te sauver. Les paroles s'abattirent sur Sylvie comme un orage silencieux. L'image qu'il dessinait de James Blackwood n'avait rien à voir avec l'homme dont elle s'était enfuie, un homme suffocant, obsédant, qui voulait la modeler plutôt que l'aimer, la posséder plutôt que la comprendre. L'idée qu'il ait pu passer des années à trembler pour elle semblait impossible, presque absurde. Il se trompait, dit-elle finalement, sa voix coupée d'un souffle glacé. Sur quoi?
demanda Daniel. Elle leva les yeux vers lui, un mélange de colère et de fatigue brûlant au fond du regard. Sur le fait que j'avais besoin d'aide. Je me suis sauvé moi-même. De ce qui m'aurait tué de l'intérieur. Les mots avaient traversé toutes les années de silence, de solitude, d'efforts pour survivre dans un monde qu'il avait rejeté, desquels avait refusé de s'y soumettre. Elle n'avait jamais raconté toute la vérité à quiconque. Le secret avait été son compagnon le plus fidèle, son seul refuge. James avait décidé de chaque détail de ma vie, où je vivrais, comment je passerais mes journées, ce que je deviendrais. Il parlait du mariage comme si j'étais un problème qu'il venait de résoudre, pas une femme qu'il aimait. Peut-être qu'il ne savait pas exprimer ses sentiments autrement ou peut-être qu'il n'en avait pas. Pour lui, j'étais une acquisition, comme ses actions de chemin de fer, comme ses mines. Daniel resta silencieux. Un silence chargé, profond. Un silence qui pesait plus que n'importe quelle réponse. Puis il osa, « Qu'est-ce qu'il faudrait pour que tu acceptes de rencontrer son fils ?» Rien. Absolument rien. Le ton de Sylvie claqua comme une porte que l'on verrouille. Il n'existe aucune raison au monde qui me pousserait à revivre cette partie de ma vie. Daniel inclina légèrement la tête, puis, presque à contre-cœur, demanda. Même si cela signifiait offrir un véritable avenir aux enfants qui dorment juste au-dessus de nous? L'impact fut immédiat, violent, précis. Sylvie se tourna instinctivement vers le loft d'où montaient les respirations tranquilles des enfants. Ces petits bruits étaient devenus, en 10 jours, une musique familière à laquelle elle ne savait déjà plus renoncer. « Ne fais pas ça, dit-elle, d'une voix à peine audible. Ne pas faire quoi? Ne les utilise pas comme levier contre moi. Ils n'ont rien à voir avec tout ça. Ils sont innocents. Oui, ils sont innocents et ils méritent mieux qu'une vie de privation et d'incertitude. Ils méritent un père qui ne leur ment pas sur les raisons qui les obligent à fuir constamment, à changer de ville, à vivre dans la peur. » Daniel recula comme si elle l'avait giflé. « Je n'ai jamais menti à mes enfants. »« Vraiment ?» murmura Sylvie. « Leur as-tu dit que tu es venu ici pour espionner une femme en échange d'argent? Leur as-tu dit que leur sécurité dépend de ta capacité à trahir celle qui leur a offert un toit, de la nourriture, et un peu de paix ?» Daniel secoua la tête, ses yeux brillants de fatigue et de honte. « Ce n'est pas aussi simple. » Aussi, Daniel. C'est exactement aussi simple. Tu as accepté cet arrangement. Tu as accepté de me convaincre de quitter la seule maison où j'ai jamais été libre. Tout le reste, les enfants affamés, le charpentier si doué, le père reconnaissant, tout cela n'était que ton moyen d'arriver à tes fins. Leur faim était réelle, répondit-il dans un souffle. Ma détresse était réelle. Et ce que j'ai ressenti, ce que je ressens encore, ça aussi, c'est réel. Elle se retourna, et dans la lueur vacillante du feu, vit quelque chose dans ses yeux, une douleur sincère, presque un aveu. Ce que tu as ressenti? Ne fais pas semblant de ne rien avoir senti, toi aussi. Il y a eu de la facilité entre nous. De la chaleur. Tu m'as laissé entrer dans ta vie, Sylvie. Tu as enseigné des choses à Emma. Thomas recommence à sourire grâce à toi. Et Lucie rit de nouveau. Tu leur as rendu un peu de leur enfance depuis que leur mère n'est plus là. Elle aurait voulu le contredire. Elle aurait voulu dire qu'il se trompait. Mais il ne se trompait pas. Elle avait senti cette douceur dangereuse s'insinuer en elle, la joie inattendue des rires des enfants, la présence d'un adulte à qui parler, le réconfort de ne plus être totalement seule face à la montagne. Elle avait déjà perdu sa solitude. Et ce constat la terrorisait. Rien de tout cela ne change ce que tu es, dit-elle d'une voix cassée. Ni pourquoi tu es venu. Peut-être pas, répondit-il. Mais cela change ce que je veux. Elle détourna le regard. Ce que tu veux n'a aucune importance. Tu as fait un pacte, Daniel. Et maintenant, tu dois vivre avec. Il s'approcha d'elle, lentement, comme si chaque pas pouvait briser quelque chose. Je pourrais dire à James que je ne t'ai jamais trouvé. Je pourrais partir avec mes enfants, disparaître. Le laisser croire que je n'ai rien découvert. Vivre comme un fugitif si c'est le prix pour te protéger. Cette proposition la frappa de plein fouet. Elle ne s'y attendait pas. Elle la déstabilisa davantage que tout ce qu'il avait pu dire jusque-là. Le lendemain matin, une neige précoce saupoudra les sommets d'un voile blanc. Le froid qui s'installait annonçait un hiver proche, plus proche qu'elle ne l'avait prévu.
Toute la nuit, Sylvie avait tourné et retourné la promesse de Daniel dans son esprit, pesant son sacrifice contre l'affection qu'elle portait déjà aux 3 enfants, contre la menace que représentait James Blackwood IV. Elle préparait le déjeuner quand Daniel vint se placer à son côté. Il tenait un morceau de papier plié, ses mains tremblant légèrement. « Il y a autre chose, murmura-t-il. Quelque chose que j'aurais dû te dire hier. Je ne savais pas comment m'y prendre. » Sylvie observa le papier avec méfiance. « Encore un titre de propriété? D'autres preuves que je n'ai rien à faire ici? Non. C'est personnel. » Sa voix n'était plus qu'un souffle. « C'est une lettre que ma femme a écrite avant de mourir. Elle m'a fait promettre de te la remettre si je te trouvais un jour. » Sylvie cligna des yeux, déconcertée. « Ta femme me connaissait? Lis. S'il te plaît. » Elle déplia lentement la lettre. L'écriture était fine, mais tremblée, celle d'une femme dont les forces s'amenuisent. La date le printemps précédent. Quelques semaines avant la mort de Sarah Price. Et les premiers mots la frappèrent comme un coup de tonnerre. « Ma très chère sœur. » Sylvie se laissa tomber sur une chaise, les jambes soudain incapables de la soutenir. « Sœur. » La lettre était adressée à elle comme à une sœur. Elle lut, les doigts glacés. « Si Daniel te lit ces lignes, alors 2 choses sont devenues vérité, j'ai quitté ce monde, et il t'a enfin retrouvé après toutes ces années. J'ose espérer que ces 2 événements apporteront un peu de paix à des cœurs qui ont trop souffert. » Sylvie sentit sa vision se brouiller. « Sarah, souffla-t-elle. Sarah Ashford. » Daniel se pencha doucement vers elle. Elle a gardé son nom de jeune fille en second prénom. Sarah Ashford Price. Elle n'a jamais cessé d'espérer te retrouver. Les mots dansaient désormais devant les yeux de Sylvie, noyés dans les larmes qu'elle ne cherchait même plus à retenir. Elle reprit la lecture, chaque phrase l'enfonçant un peu plus dans un passé qu'elle croyait mort, et qui revenait maintenant avec la force d'un tremblement de terre. La première ligne de la lettre était un coup porté directement au cœur. Nos parents sont morts à 2 ans d'intervalle, tous 2 de chagrin. Sylvie sentit l'air se vider de ses poumons. Elle poursuivit la lecture, chaque phrase une nouvelle blessure qui s'ouvrait. Sarah écrivait que leur père n'avait jamais surmonté la perte de sa fille aînée, et que leur mère, déjà fragile, n'avait pas pu supporter la honte propagée par les journaux mondains à propos de la disparition de Sylvie. La rumeur avait dévoré ce qui restait de sa force. Ils ont tout laissé pour moi, mais j'aurais échangé chaque centime pour un seul jour de plus avec ma sœur. Ces mots, simples et déchirants, firent trembler les mains de Sylvie. 15 ans de solitude venaient soudain de se fissurer. Sarah racontait ensuite avoir quitté le Colorado pour s'installer en Iowa, espérant recommencer sa vie là où personne ne connaissait la tragédie des Ashford. C'est là qu'elle avait rencontré Daniel, son « cher, doux Daniel », celui qui lui avait offert un bonheur qu'elle n'avait jamais osé rêver. Ensemble, ils avaient eu 3 enfants, Emma, Thomas et la petite Lucie. Sylvie s'arrêta net. Son cœur sembla oublier de battre. Emma. Thomas. Lucie. Les mêmes enfants qui avaient dormi sous son toit, ri dans sa maison, couru dans sa clairière pendant 10 jours. Les mêmes petits visages qu'elle avait appris à aimer, parfois même à défendre. Ces enfants étaient de son sang. Ils étaient sa famille. Elle reprit la lettre, la gorge serrée. « Je me meurs, Sylvie. La maladie qui a emporté notre grand-mère m'a trouvée elle aussi. Les médecins me donnent des semaines, peut-être des jours. Avant de quitter ce monde, j'ai besoin de savoir que mes enfants seront entourés non seulement de leur père, mais aussi d'une famille. » Sylvie sentit la pièce vaciller autour d'elle. Sarah poursuivait, elle avait fait promettre à Daniel de retrouver sa sœur coûte que coûte. Elle lui avait raconté tout ce qu'elle se souvenait des derniers jours de Sylvie à Denver, de ses fiançailles qui l'avaient terrorisée, de la nuit où elle avait disparu sans laisser de traces. Elle avait transmis à Daniel chaque détail, chaque fragment de mémoire, afin qu'il puisse la retrouver. Si tu lis ces lignes, c'est qu'il a tenu parole. Sylvie dut poser la lettre. Les sanglots la submergeaient, brute, inarrêtable, libérant 15 années d'absence, de culpabilité, de regret. Elle avait cru pendant tout ce temps n'avoir plus personne au monde. Et voilà qu'elle apprenait que sa sœur avait vécu, aimé, fondé une famille puis était morte sans qu'elle le sache. Daniel s'agenouilla à côté d'elle. Ses yeux brillaient des mêmes larmes retenues. Elle parlait de vous sans cesse, murmura-t-il.
Surtout vers la fin. Elle disait que vous étiez la personne la plus courageuse qu'elle ait jamais connue. Que vous aviez choisi votre propre chemin, même si cela vous coûtait tout le reste. Je l'ai perdu, réussit Sylvie. J'ai perdu ma petite sœur. Il posa une main hésitante sur son épaule. Mais vous avez ses enfants. Nous avons ses enfants. Sylvie leva les yeux vers lui. Ce qu'elle y vit changea quelque chose en elle, ce n'était plus l'étranger qui avait frappé à sa porte, ni même l'homme au secret qu'elle avait tant redouté. C'était le mari qui avait tenu la promesse faite à une femme mourante. C'était un père qui avait traversé montagnes et mensonges pour offrir à ses enfants une famille. La vérité éclata alors. Ce n'était pas la terre Blackwood qui l'avait poussé à la chercher. Daniel confirma d'une voix grave. Sarah avait entendu dire, au fil des années, qu'une femme vivant seule dans les montagnes du Colorado rappelait votre description. Elle a engagé un enquêteur. Il a découvert la revendication territoriale, et qu'un occupant vivait sur une parcelle autrefois liée au Blackwood. C'est ainsi que j'ai su où commencer mes recherches. Il ajouta que le paiement proposé par James Blackwood IV était bien réel. Lors de son passage à Denver pour préparer la recherche, il avait laissé entendre qu'il cherchait des informations sur Sarah Mills Ashford. La rumeur était remontée jusqu'à la famille Blackwood, et le jeune James l'avait contacté. Le travail offert lui avait donné les moyens financiers de poursuivre sa quête et un prétexte pour être en montagne. Sylvie reprit la lettre, le cœur battant plus vite. Sarah y écrivait. Je ne sais pas ce que ta vie est devenue depuis 15 ans. J'espère que tu as trouvé la paix dans ton sanctuaire de montagne. Mais je te demande d'envisager une chose difficile, aider Daniel à élever nos enfants. Elle parlait de chaque enfant avec une précision bouleversante. Emma, 8 ans, vive, intelligente, indépendante, avec ton esprit rapide, écrivait Sarah. Thomas, 6 ans, doux comme son père mais entêté comme les Ashford. La petite Lucie, 2 ans, avec les yeux de leur grand-mère et déjà la curiosité légendaire des femmes de leur lignée. Ils sont bons, aimants, élevés dans le respect d'autrui. Ils méritent de connaître la famille de leur mère, l'histoire de leur héritage, et cette tante qui a choisi le courage plutôt que le confort. Ils méritent de grandir entourés de gens qui les aimeront sans condition. Puis venait la demande la plus difficile. Je sais que je te demande beaucoup. Tu as construit ta solitude pour survivre. Mais si tu pouvais leur ouvrir ton monde, non comme à des inconnus, mais comme à une famille retrouvée, ce serait le plus grand cadeau que tu puisses me faire. La signature tremblait, arrachait les larmes. Sarah Ashford Price. Et un post-scriptum, tremblant de lucidité. Daniel est un homme bon, même s'il en doute. Il porte une culpabilité injuste pour ma mort. Il doit apprendre à se pardonner. Et il aura besoin de quelqu'un pour lui rappeler que la vie ne s'arrête pas lorsque l'amour s'éteint. Je pense que tu pourrais être cette personne. Sylvie plia la lettre avec une lenteur presque solennelle. Malgré la tempête en elle, ses mains étaient désormais étonnamment stables. Au-dessus d'eux, dans le grenier, des bruits de pas légers trahissaient l'éveil des enfants. Le monde reprenait son cours, mais autrement. Tout était différent maintenant. Ce sont ma famille, murmura-t-elle. Notre famille, rectifia doucement Daniel. Elle le regarda alors comme si elle le voyait pour la première fois. Non plus comme un intrus, mais comme le dernier lien vivant avec Sarah. Comme l'homme que sa sœur avait aimé. Comme celui qui avait porté seul un serment trop lourd, mais jamais abandonné. Sarah t'a demandé de me retrouver pour les enfants, dit-elle. Oui, répondit-il. Il hésita, puis ajouta. Mais, juste avant de mourir, elle a ajouté autre chose. Quoi? Daniel soutint son regard, droit, sans détour. Que si j'avais de la chance je découvrirais que j'avais besoin de vous autant que les enfants. Ces mots résonnèrent en elle comme un écho venu du passé, mais aussi comme l'ouverture d'un avenir qu'elle n'avait jamais imaginé. La révélation que les 3 enfants étaient sa famille changeait tout et pourtant rien. Le dilemme restait entier. Rester, et risquer la confrontation avec James Blackwood IV, ou partir, et abandonner les seules personnes qui lui restaient au monde. Les jours suivants se déroulèrent dans une étrange immobilité, comme suspendus entre 2 respirations. Les enfants, sensibles à la tension des adultes, devinrent nerveux. Emma posait 1000 questions sur les conversations interrompues dès qu'elle approchait. Thomas se murait dans un silence inquiet. Lucie, trop jeune pour comprendre mais assez pour ressentir, pleurait plus souvent. Daniel continuait d'agrandir la cabane,
mais ses gestes perdaient leur assurance. Il commençait un travail puis s'arrêtait, les mains ouvertes, comme s'il avait oublié ce qu'il faisait. Parfois, Sylvie le surprenait à la regarder avec une expression étranglée, une prière mêlée de culpabilité, d'espoir et de peur. Puis, au matin du 4e jour, tout bascula. Sylvie apprenait à Emma à tresser des paniers en herbe quand un bruit nouveau fendit le silence de la vallée, le martèlement de plusieurs chevaux s'approchant du sentier. Elle se figea. Une seule monture aurait suffi à l'inquiéter. Une troupe entière ne pouvait annoncer que des ennuis. « Papa » appela Emma, la voix tremblante. Daniel surgit derrière la cabane, les traits tendus. En voyant les cavaliers, il pâlit. « Rentrez, dit-il. Tout de suite. » Tous les trois. Mais il était déjà trop tard. Les silhouettes approchaient, inévitables, sombres contre la lumière du matin. Et le fragile monde qu'il tentait de reconstruire était sur le point de basculer. Les 5 cavaliers apparurent au détour du sentier comme une sombre prophétie. Leurs silhouettes se découpèrent dans la lumière froide du matin, avançant au pas, méthodiques, déterminés. Mais ce fut la silhouette en tête du groupe qui arracha un souffle glacé à la poitrine de Sylvie, comme si tout l'air autour d'elle s'était soudain transformé en glace. Même après 15 années, même à bonne distance, elle reconnut immédiatement la posture, l'assurance, le raffinement dans la coupe des vêtements, James Blackwood IV. Il était plus jeune qu'elle ne l'avait imaginé et peut-être 35 ans, comme Daniel l'avait dit avec des traits élégants, ses mêmes traits façonnés par des générations de privilèges et de lignées soigneusement entretenues. Ses cheveux sombres contrastaient avec la pâleur presque translucide de ses yeux, d'un bleu si clair qu'il semblait frôler le gris. Ce regard la transperçait déjà, fixe, glacial, animé d'une intensité qui lui fit frémir la peau. Les hommes qui l'accompagnaient se répartirent en demi-cercle autour de la clairière, formant une barrière silencieuse et menaçante. Leurs chevaux renaclaient, soufflant des nuages blancs dans l'air mordant. Les 4 hommes n'avaient rien de simples employés de ranch, c'étaient des professionnels de la violence. Leurs visages fermés, leurs gestes alertes, leur calme presque indifférent trahissaient un sang-froid acquis dans des situations où la mort n'est qu'un détail. Sylvie sentit aussitôt l'ancienne peur, celle qu'elle croyait avoir enterrée quelque part dans ces montagnes, remonter dans sa gorge comme une bête vivante. James mit pied à terre avec une grâce presque insolente et avança de quelques pas. « Miss Sarah Mills Ashford ou préférez-vous que je vous appelle Miss Garner désormais ?» Sa voix était polie, cultivée, une élégance apprise dans les meilleures écoles. Mais sous cette surface, Sylvie reconnut quelque chose de bien plus sombre, la même condescendance que chez son père. La même certitude que tout le monde existait pour servir ses désirs. La même incapacité à concevoir que sa volonté puisse être contestée. « Mon nom est Sylvie Garner », répondit-elle d'une voix qu'elle réussit à garder étonnamment calme. « Et vous empiétez sur ma propriété. » James sourit, mais ce n'était pas un sourire, juste une mécanique sociale, glacée et vide. « En réalité, Miss Ashford, c'est vous qui êtes sur la mienne. Cette terre appartient à la famille Blackwood depuis 1867. Et j'ai les documents pour le prouver. » Daniel se rapprocha d'elle d'un pas protecteur, la main posée nonchalamment sur le manche de son marteau, comme une manière silencieuse de dire qu'il était là, prêt. « Nous avions convenu que toute rencontre serait arrangée, dit-il. En ville. Avec des témoins. Les plans changent, monsieur. Price. » James se tourna vers lui avec un mépris à peine voilé. « Je suis déçu par votre manque de progrès. 3 semaines, et toujours aucun accord de Miss Ashford. J'espérais mieux. » Les mots frappèrent Sylvie de plein fouet. 3 semaines ? Elle regarda Daniel, et la vérité commença à s'assembler en elle comme un puzzle sinistre. Vous lui avez fait des rapports tout ce temps ? La mâchoire de Daniel se crispa, mais il n'eut pas le temps de répondre. Bien sûr qu'il l'a fait, dit James. Monsieur. Price m'a tenu informé de vos journées, de votre état d'esprit jusqu'à votre attachement naissant pour sa petite famille. Toutes ces données nous ont aidés à déterminer la meilleure manière de vous aborder. Une douleur aiguë traversa Sylvie, brutale, humiliante. Tout ce qu'elle avait partagé avec Daniel, chaque repas, chaque silence, chaque moment où elle avait faibli, où elle avait cru sentir renaître une confiance qu'elle croyait morte avait été disséqué, surveillé, livré en pâture à cet homme. Daniel gronda un avertissement. Ça suffit. Vraiment ? Répondit James, tirant de son manteau un document soigneusement plié.
Parce qu'ici se trouvent les termes du contrat que vous avez signé. Il déplia la feuille et la tendit à Sylvie. Même de loin, elle reconnut la signature de Daniel. Une pierre lui tomba dans la poitrine. Elle savait déjà la vérité, mais la voir là, écrite noir sur blanc, était un autre coup de poignard. James poursuivit, implacable. Les faits sont simples, Miss Ashford occupe illégalement une propriété Blackwood. Je suis disposé à faire preuve de générosité, plus que la loi ne l'exige, mais ma patience a ses limites. Que proposez-vous exactement? Demanda Sylvie, même si son cœur connaissait déjà la réponse. 50 000 $ pour vous reloger discrètement. Une somme qui vous permettrait d'acheter une excellente terre, où vous voulez, et de vivre confortablement. C'était une fortune. De quoi changer la vie de n'importe qui. Mais Sylvie avait compris, 15 ans plus tôt, que certaines choses ne s'achètent pas. Et si je refuse? L'expression de James se durcit, perdant le dernier vestige de courtoisie. Alors j'engagerai une procédure d'expulsion. Longue. Coûteuse. Et à la fin, vous perdrez tout, le terrain, la cabane, les années de travail que vous y avez mises. Sans la moindre compensation. Un silence lourd tomba. Puis Daniel parla. Il existe une troisième option. Sylvie se tourna vers lui, surprise. James aussi, mais avec irritation. Elle pourrait m'épouser, dit Daniel, la voix désormais assurée. Comme mon épouse, elle aurait le droit de contester l'expulsion. Nous pourrions faire valoir les années d'amélioration du terrain pour un titre de revendication. Les tribunaux pourraient être occupés pendant des années. James éclata d'un rire froid, presque moqueur. Quelle romance, monsieur Price. Malheureusement, un mariage ne résoudra pas les problèmes de Miss Ashford. Il compliquerait les miens, en revanche, et cela, je ne le permettrai pas. La menace n'était pas voilée. Pas entièrement. Et Sylvie sentit une nouvelle vague de peur s'élever dans son ventre. C'est alors qu'une petite voix brisée par la peur se fit entendre depuis la cabane. Papa? Qu'est-ce qui se passe? Emma. L'enfant tremblait dans l'embrasure de la porte. La détresse dans sa voix galvanisa Daniel comme une étincelle dans un baril de poudre. Il se plaça instinctivement entre les hommes armés et ses enfants, son corps tout entier passant de la tension à l'instinct protecteur. Retourne au grenier avec Thomas et Lucie, dit-il doucement mais fermement. Ne descendez que quand je le dirai. James observa la scène avec un intérêt calculateur. Ah, les fameux enfants affamés. Ils ont meilleure mine, on dirait. Il serait vraiment regrettable que leur situation change de nouveau. Le sous-entendu était clair, et la rage monta brutalement dans la poitrine de Sylvie, brouillant sa vision. Ne menacez pas ces enfants. Je ne menace personne, Miss Ashford. Je constate simplement que sans la prime de réussite prévue au contrat, la famille Price aura du mal à survivre à l'hiver. Daniel porta la main à l'objet dissimulé sous son manteau. Une arme. Les autres hommes observèrent le mouvement et leurs doigts glissèrent eux aussi vers leur holster. James leva une main apaisante. Messieurs, restons civilisés. Tout ceci peut être réglé sans violence. Il ouvrit alors un coffret élégant qu'il sortit de ses sacoches et le posa sur la table que Daniel avait construite de ses propres mains. À l'intérieur brillait une bague, la bague des Blackwood. Celle qu'elle avait portée autrefois. Mon père ne vous a jamais oublié, dit James, presque hypnotique. Même après votre départ, même après son remariage, il a gardé cette bague. Il m'a fait promettre de vous retrouver, de vous ramener chez vous. Je suis chez moi, répondit Sylvie d'une voix sans tremblement. James balaya la clairière d'un geste dédaigneux. Ceci? Ce n'est pas un foyer. C'est une masure perdue dans la nature. Vous étiez destiné à mieux que cela. Vous étiez destiné à être une Blackwood. Et là quelque chose céda en elle. Quelque chose qui avait courbé sous le poids de 15 années de solitude, de vigilance, de survie. Quelque chose qui ne plierait plus jamais. J'étais destiné à être libre, dit-elle, la voix vibrante d'une force calme mais indestructible. C'est pour cela que j'ai fui votre père. Et c'est pour cela que je vous refuse aujourd'hui. Elle inspira profondément. Je ne veux pas de votre argent. Et je ne veux plus jamais appartenir à un Blackwood. Sylvie sentit son cœur se durcir comme de la pierre lorsque les mots franchirent ses lèvres, elle ne voulait pas de sa bague, et encore moins du nom Blackwood.
Pour la première fois, le masque de courtoisie de James se fissura. Une colère brusque et véritable assombrit son visage, révélant le tempérament qu'il s'efforçait depuis leur arrivée de contenir. « Alors vous faites un choix terriblement imprudent, Miss Ashford. Un choix qui aura des conséquences pour tous ceux à qui vous tenez, répondit-il d'une voix glacée. Comme pour confirmer la menace, un grondement de sabots monta du fond de la vallée. Sylvie tourna la tête, 6 cavaliers supplémentaires surgissaient du chemin, tous armés, tous le regard froid comme la pierre. En un instant, elle comprit, le piège était refermé. Elle se retrouvait exactement dans ce qu'elle avait juré d'éviter toute sa vie, livrée à la merci d'un homme qui, comme son père avant lui, croyait pouvoir la posséder. Les nouveaux arrivants achevèrent de fermer le cercle autour de la cabane. À présent, 11 hommes les encerclaient, armes visibles, montures nerveuses, visages impassibles. Des chasseurs sûrs de leur avantage, observant leur proie sans se presser. L'air du matin, déjà vif, sembla se glacer davantage, comme si la montagne elle-même retenait son souffle. « C'est donc ainsi que vous menez vos affaires » lança Daniel, la voix tendue, ses poings serrés à sans blanchir les phalanges. En encerclant une femme et des enfants avec des hommes armés? James ajusta lentement ses gants, avec une désinvolture presque théâtrale. C'est ainsi que je m'assure que les affaires avancent. Miss Ashford a eu amplement le temps de réfléchir à ma proposition. Je suis simplement venu recueillir sa réponse. Vous l'avez déjà, répondit Sylvie, droite, le ton ferme malgré la peur qui lui labourait la poitrine. La réponse est non. James hocha la tête, faussement peiné. C'est regrettable. Vraiment. D'un signe de tête, il donna un ordre silencieux. Un de ses hommes descendit aussitôt de cheval et se dirigea vers la cabane. Parce que je crains que non ne soit pas une réponse acceptable. Daniel fit un pas en avant, barré dans le chemin du sbire. Tu t'arrêtes là. La situation menaçait de s'enflammer lorsque la petite voix d'Emma retentit depuis la porte de la cabane, claire, aiguë, innocente. Papa. Pourquoi ce monsieur touche à nos chevaux? Tous les regards se tournèrent vers le côté de la remise. L'un des cavaliers, déjà descendu, examinait le wagon de Daniel et les mules, une lueur d'appropriation dans les yeux. Ces animaux sont à nous, protesta Daniel, sa main glissant instinctivement vers l'arme cachée à sa ceinture. Et ce wagon aussi. James sourit, ce sourire mielleux qui n'annonçait jamais rien de bon. Selon mes informations, ces animaux ont été achetés avec l'avance que je vous ai versée. Techniquement, ils m'appartiennent jusqu'à ce que vous remplissiez votre contrat. C'était sans doute un mensonge juridique, mais ce n'était pas le fond du problème. Le message, lui, était limpide, James Blackwood IV était prêt à dépouiller Daniel et les enfants pièce par pièce, jusqu'à ce que Sylvie cède. Quelque chose d'ancien, de dangereux, se réveilla en elle. La rage qui l'avait poussée à fuir 15 ans plus tôt, mais cette fois elle brûlait d'une flamme nouvelle, la fureur protectrice d'une femme qui voyait des enfants qu'elle aimait menacés. Elle s'avança, plantant son regard dans celui de James, assez près pour distinguer la froideur presque métallique de ses yeux pâles. « Je n'ai pas fui votre père parce que j'étais jeune ou effrayé, dit-elle. J'ai fui parce qu'il était un homme contrôlant, arrogant, persuadé que posséder des terres lui donnait le droit de posséder les gens. Et je constate que cette tradition familiale ne s'est pas éteinte. » Un tic imperceptible déforma la mâchoire de James. « Mon père était un homme bon. Il vous aimait. Votre père était un homme qui avait planifié toute ma vie sans jamais me demander ce que je voulais. Tout comme vous. Je vous offre des choix, répliqua-t-il sèchement. Elle éclata d'un rire sans joie. Non. Vous m'offrez l'illusion du choix. Accepter votre argent et partir, ou être chassé d'ici les mains vides. Ce ne sont pas des choix. C'est de l'extorsion. Un craquement retentit soudain. Tous se tournèrent. Un des hommes avait commencé à démonter l'abri où Daniel rangeait ses outils, fouillant, volant, cassant sans gêne. « Arrêtez !» hurla Daniel, se précipitant en avant. 3 mercenaires s'interposèrent immédiatement, mains proches de leur revolver. Ce fut alors que Sylvie remarqua un détail qui fit bondir son cœur d'un mélange d'espoir et de peur. Daniel ne se plaçait pas au hasard. Depuis plusieurs minutes, il se décalait, pas à pas, vers le côté de la cabane. L'endroit exact où, quelques jours plus tôt, pendant une conversation sur son passé militaire, il avait jeté un regard fugitif. Sous les pierres branlantes du soubassement. Il avait caché quelque chose. Des armes.
Daniel capta son regard. Un simple hochement de tête confirma son intuition. Elle reprit alors la parole, plus fort que nécessaire, attirant de nouveau toute l'attention sur elle. Monsieur Blackwood, vous vous trompez entièrement sur ce qui est en jeu ici. Ce n'est ni une question d'argent, ni de terre. Ah oui? Répondit-il d'un ton faussement calme. Et de quoi s'agit-il alors, Miss Ashford? Elle planta ses talons dans la terre gelée. De ceci, je préfère mourir que de vivre sous le joug d'un autre Blackwood. Les mots fusèrent comme un défi, comme une déclaration de guerre. Plusieurs hommes se redressèrent en selle, leurs mains se resserrant sur leurs armes. James, lui, demeura parfaitement immobile. Voilà une affirmation bien dramatique, murmura-t-il. J'espère que vous ne la pensez pas littéralement. Essayez-moi. Le silence qui suivit était d'une lourdeur presque insoutenable. Puis James sourit à un sourire sans chaleur, un sourire qui lui glaça le sang. Très bien. Si vous préférez la mort à une négociation raisonnable, je peux accommoder votre préférence. Il leva la main. Et l'enfer se déchaîna. Les chevaux s'élancèrent. Les hommes dégainèrent dans un mouvement synchronisé. Daniel plongea vers la fondation de la cabane, fouillant frénétiquement sous les pierres. 2 cavaliers piquèrent droit sur lui, sabre sorti, arme pointée. Sylvie courut vers la porte, la panique vrillant ses entrailles, elle devait atteindre les enfants. Puis un coup de feu claqua, sec, précis, suivi d'un cri d'homme et du bruit atroce d'un cheval s'effondrant dans la boue. Je l'ai eu, Miss Garner. Comme vous me l'avez appris. C'était Emma. Sa petite voix claire venait de la fenêtre. La fillette tenait le vieux fusil de chasse du père de Sylvie, un fusil qu'elle n'aurait jamais dû pouvoir soulever seule, et pourtant elle venait d'abattre un homme lancé au galop. Le choc traversa le champ comme une onde. Mais au lieu d'intimider les mercenaires, le tir réveilla quelque chose de plus sombre, de plus sauvage. Vif. Pas mort. Hurla James. La femme ne doit pas être blessée. Daniel surgit alors de derrière la fondation, un pistolet militaire dans une main, un sabre de cavalerie dans l'autre. Sa posture, son précision, sa rapidité, Sylvie comprit soudain que son service militaire avait été bien plus sérieux qu'il ne l'avait prétendu. Son corps bougeait avec l'aisance d'un homme pour qui le combat n'était pas un souvenir mais une seconde nature. Et dans la montagne gelée, le combat venait seulement de commencer. 2 cavaliers surgirent soudainement du couvert des arbres, fonçant droit vers la cabane avec la détermination brutale d'hommes qui savaient qu'ils n'avaient que quelques secondes pour atteindre la porte avant que les enfants ne puissent recharger. Sylvie, le souffle déjà précipité par la poussière de bataille, se précipita vers son tas de bois où reposait la hache qu'elle utilisait pour fendre les bûches. Ce n'était guère une arme contre des hommes armés, juchés sur leur monture et portés par l'élan de la charge, mais c'était mieux que de leur faire face les mains vides. Le premier coup de feu de Daniel claqua comme la déchirure d'un ciel d'orage. La balle atteignit l'un des cavaliers à l'épaule, le projetant de côté dans sa selle sans toutefois le faire tomber. Son second tir se perdit dans le vide, Daniel avait dû se jeter au sol pour échapper à un déluge de tirs provenant de 3 directions différentes. « Restez couché !» hurla Sylvie vers le cabin, juste avant d'abattre sa hache contre les jambes du cheval dont le cavalier tentait de se rapprocher suffisamment pour sauter au sol. La lame s'enfonça profondément dans le membre de l'animal, et dans un chaos de chair, de bois et de hurlements, monture et cavalier s'effondrèrent. L'homme roula au sol, grogna, se remit debout d'un bond, un pistolet déjà pointé sur elle. Avant qu'il n'ait le temps de tirer, la porte du cabin s'ouvrit brusquement. Thomas apparut, les petits bras tendus, portant une marmite d'eau bouillante qu'il avait tirée du poêle. Âgé de seulement 6 ans, il visa avec une précision presque surnaturelle. L'eau brûlante éclaboussa le visage de l'assaillant, qui poussa un hurlement déchirant, lâchant son arme pour porter les mains à ses yeux. « Bravo, mon garçon !» cria Sylvie, juste avant qu'un choc brutal ne la projette au sol. Elle sentit ses doigts lâcher la hache tandis que des mains puissantes se refermaient sur ses cheveux, la tirant en arrière avec une violence telle qu'elle en eut les larmes aux yeux. Avant qu'elle n'ait pu reprendre son souffle, elle se retrouva plaquée contre la poitrine d'un des hommes de James Blackwood. Une lame glacée s'appuyait contre sa gorge. « Ça suffit !» hurla l'homme. « Que tout le monde arrête de tirer ou la femme meurt. » La violence se figea d'un coup, comme si l'air lui-même avait été suspendu. Daniel demeura immobile au milieu de sa manœuvre de rechargement, ses yeux gris fixés sur le fil du couteau contre la peau de Sylvie.
Depuis la cabane montaient les sanglots de la petite Lucie et la voix tremblante d'Emma qui tentait de la consoler. James Blackwood mit pied à terre, ses vêtements d'habitude impeccables maculés de boue, son visage contracté par une rage glacée. Tout cela aurait pu être tellement plus simple, mademoiselle Ashford, dit-il d'un ton venimeux. Une simple affaire, propre, civilisée. Au lieu de cela, vous avez choisi d'en faire un chaos. Lâchez-la, dit Daniel d'une voix basse, brûlante d'une menace contenue. Votre différend est avec moi, pas avec elle. James le toisa avec un mépris presque tranquille. Mon différend concerne tout ce qui se dresse entre moi et ce qui appartient à ma famille. Cette femme vit sur des terres Blackwood depuis 15 ans. Elle a refusé une compensation pourtant généreuse. À présent elle a agressé mes hommes. Je suis pleinement dans mon droit d'user de la force nécessaire pour régler cette situation. La lame glissa davantage contre la peau de Sylvie. Elle sentit un mince filet de sang couler le long de son cou, mais au lieu d'être submergée par la peur, une clarté froide se déploya en elle, cette même lucidité cristalline qui, 15 ans plus tôt, lui avait permis de fuir Denver. Vos droits, dit-elle d'un ton calme et presque curieux, s'arrêtent là où commence ma vie. Vous parlez de loi, mais vous avez renoncé à toute légitimité le jour où vous avez choisi de vivre en propriétaire arrogant plutôt qu'en homme. James s'approcha jusqu'à ce que son ombre recouvre presque Sylvie. Ses yeux pâles luisaient d'une colère presque fragile. Mon père a passé des années à se demander ce qui vous était arrivé. Des années à croire qu'il vous avait blessé, qu'il vous avait poussé à disparaître. Il est mort convaincu d'avoir perdu la femme qu'il aimait à cause de ses propres insuffisances. Peut-être qu'il avait raison, répondit-elle simplement. Cette vérité ne le frappa de plein fouet. Son masque impeccable se fissura, laissant apparaître un éclat de douleur brute. C'était un homme bon, murmura-t-il. C'était un homme qui confondait possession et amour. Comme vous. Avant qu'il ne puisse répliquer, un grondement profond résonna à travers la vallée. Ce n'était pas le tonnerre, c'était quelque chose de plus lourd, de plus vaste. L'air vibra. Daniel leva brusquement les yeux vers la crête. Avalanche. Cria-t-il. Une muraille blanche dévalait la montagne, un tsunami de neige, de glace et de pierre, grossissant à mesure qu'il gagnait en vitesse. Il leur restait peut-être une minute avant que la vague de mort n'atteigne la cabane. James contempla la masse déchaînée qui descendait sur eux. Puis son regard retourna à Sylvie, et dans ses yeux brilla quelque chose d'étrange, presque de l'admiration. « Même les montagnes se battent pour vous, dit-il. Puis le monde devint blanc. Blanc, glacé et terriblement bruyant. L'avalanche engloutit James Blackwood IV et la moitié de ses hommes, mettant fin en un instant à 15 années de traque, balayées par les mêmes forces élémentaires qui avaient autrefois offert refuge à Sylvie dans ses sommets impitoyables. Le printemps arriva tôt cette année-là, ouvrant les vallées et faisant fondre la neige qui ensevelissait encore les derniers vestiges de James Blackwood IV et de ses ambitions. Sylvie se tenait dans l'encadrement de la nouvelle extension de la cabane, observant Daniel poser les dernières touches à ce qui deviendrait la chambre d'Emma. La structure, solide et élégante, semblait presque née de la montagne elle-même. 3 des hommes de James avaient survécu, brisés mais vivants. Secourus par une équipe venue de Millerville, ils furent transportés en ville. À la surprise de Sylvie, aucun ne porta plainte. Leur récit officiel était limpide, ils avaient été envoyés pour remettre des documents légaux, puis le mauvais temps avait causé la tragédie. Aucune mention de menaces, de coups de feu ou d'affrontements. Le problème juridique se résolut de façon presque miraculeuse. James était mort sans héritier direct, et son testament incluait une clause étrange, en cas de décès, la propriété de montagne devait être vendue à son occupant actuel pour la somme symbolique d'$1, à condition que cet occupant ait vécu la 15 années d'affilée et amélioré le terrain. Sylvie signa l'acte un après-midi de mai, devenant officiellement propriétaire des terres qu'elle avait déjà apprivoisées de sa sueur, de sa solitude et de sa volonté. Elle n'avait plus besoin de surveiller l'horizon à la recherche d'une silhouette. Elle n'avait plus besoin de planifier une fuite possible. « Tante Sylvie !» cria Emma depuis l'extérieur, où elle montrait à Thomas comment reconnaître les plantes comestibles. « Viens voir ce que Thomas a trouvé. » Ce titre tante faisait vibrer son cœur d'une chaleur inattendue. Quand elle avait révélé aux enfants la vérité sur leur mère, sur Sarah, sa sœur cadette qu'elle avait tant aimée, leur réaction l'avait profondément émue. Ils avaient accepté cette révélation avec une simplicité presque bouleversante. Les enfants savaient aimer sans condition. Thomas s'avança fièrement, serrant dans ses petites mains une poignée d'oignons sauvages fraîchement déterrés.
À 7 ans, il devenait un véritable enfant de la montagne, son ancienne timidité dissipée, remplacée par la confiance tranquille de ceux qui savent lire les signes du monde naturel. La petite Lucie, presque 3 ans, trottina vers Sylvie avec la détermination d'un cabri des cimes. Elle leva les bras pour être portée. « Mama Sylvie !» dit-elle clairement. Le cœur de Sylvie se serra douloureusement d'amour. Daniel sortit de l'extension, essuyant la sueur sur ses mains. Les ombres de culpabilité et de chagrin qui avaient logé dans ses yeux les premières semaines avaient disparu. À leur place brillait une paix nouvelle. Ils s'étaient mariés le mois précédent, dans une cérémonie simple célébrée par le prédicateur itinérant. Ce n'avait pas été un mariage par nécessité mais bien un choix né de la tendresse, du danger partagé, du travail côte à côte, et surtout de l'amour qu'ils éprouvaient pour ces 3 enfants qui les avaient réunis. Daniel montra la pierre plate qu'il avait gravée. Price Garner, 1883, surmontée d'un petit pin de montagne délicatement sculpté. La pierre deviendrait le socle de leur future pièce, un atelier où Daniel travaillerait le bois, et où Sylvie continuerait son tissage et son travail du cuir, dont les voyageurs du coin raffolaient. Ce soir-là, réunis autour de la table, la lumière de la lampe dessinant des halos dorés autour de leurs visages, Sylvie observa le tableau de sa nouvelle vie. Les enfants racontaient leurs découvertes du jour, Daniel sculptait silencieusement de petits animaux en bois pour agrandir la collection de jouets de Lucie. « Raconte encore l'histoire » demanda Emma, comme elle le faisait presque chaque soir. Sylvie sourit et entreprit de raconter une fois de plus l'enfance de Sarah, les souvenirs partagés, la grande maison de Denver, la décision difficile qu'il avait menée ici, seul face à la montagne. Les enfants écoutaient toujours avec la même fascination, comme si chaque mot contribuait à reconstruire leur mère disparue. Thomas ajouta d'une voix douce. « Et puis tu as vécu toute seule pendant 15 ans jusqu'au jour où un homme avec 3 enfants affamés est arrivé à ta porte. » Le plus beau des cadeaux imprévus, murmura Sylvie en ébouriffant ses cheveux. Plus tard, quand les enfants furent endormis et que Daniel attisait les braises pour la nuit, Sylvie sortit sur le porche qu'ils avaient construit à l'automne précédent. L'air montagnard transportait les promesses du printemps, le parfum des pins, le souffle fragile des premières fleurs sauvages, et le grondement lointain du ruisseau gonflé par la fonte des neiges. Daniel la rejoignit, glissant un bras autour de sa taille. « Des regrets » demanda-t-il doucement. Elle contempla la vallée, la même qu'il avait accueillie 15 ans plus tôt comme un refuge inespéré. « Un seul » répondit-elle enfin. « Lequel ? Que Sarah n'ait jamais pu voir cela, ses enfants courir entre les arbres, rire sous ces montagnes. Qu'elle n'ait jamais su que son sacrifice avait permis tout cela. » Daniel la serra contre lui. « Je crois qu'elle le sait, murmura-t-il. Je crois qu'elle nous regarde, tous. Et qu'elle veille à ce que nous soyons là où nous devions être. » Au-dessus d'eux, les premières étoiles scintillaient dans le ciel. Sylvie leva les yeux et, pour la première fois depuis des années, se permit de croire que quelque part, au milieu des constellations, sa sœur souriait.